Donc on va commencer par la première partie du contexte. Pour cette présentation du contexte, donc on aura 4 présentations. La première, je vais assurer moi-même, sera sur le développement des parcs éoliens offshore en France d'une manière générale, et puis comment la recherche est organisée pour accompagner cette transition énergétique. Ce sera suivi par une présentation du pilote scientifique du projet, donc François Leloc, sur le projet APIL, ses objectifs, son contexte, ses objectifs, son partenariat. Et ensuite, on aura 2 autres présentations sur le cadre juridique de l'évaluation environnementale et planification du développement de l'éolien. Et on finira par la présentation du parc pilote d'éoliennes flottantes de Groix-Belle-Île. Donc comme vous voyez, si vous avez le programme, on va juste basculer la deuxième présentation qui apparaît chez vous en 4e position pour présenter tout le contexte avant, et on finit par le cas d'étude du projet d'APIL, donc le parc pilote de Groix-Belle-Île, et ensuite on poursuivra par les autres présentations. Donc je commence par cette première présentation sur le contexte du projet. Voilà, donc c'était l'idée de faire un rappel quand même sur le développement des parcs éoliens offshore en France, pour que tout le monde soit un peu à jour sur l'état d'avancement des parcs éoliens et de leur développement en France, et comment la recherche est organisée pour accompagner la transition énergétique. Donc pour faire cette présentation, j'ai souhaité remettre un peu le contexte global sur la transition énergétique. Pour présenter ça, donc rappeler la priorité de l'État français, qui est une priorité de décarboner le mix énergétique en France afin d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Dans cet objectif, l'État a missionné RTE pour fournir un rapport décrivant les différentes possibilités, les différents scénarios du futur énergétique à l'horizon 2050 pour atteindre cet objectif de neutralité carbone à cet horizon-là. Et donc dans ce contexte global, le travail et le rapport de RTE a permis donc d'avoir cette information sur les projections à l'horizon 2050, où on voit que la consommation d'énergie en France, on prévoit une réduction de 40% de la consommation énergétique totale en France, avec donc dans cette transition et dans cette réduction un changement aussi des différentes sources de consommation, avec essentiellement une forte réduction de la part de l'énergie fossile, qui est aujourd'hui la principale part d'énergie consommée en France. Donc avec une projection d'un passage de 1600 TWh d'énergie consommée aujourd'hui à 930 TWh d'énergie consommée à l'horizon 2050. Et donc, dans cette projection globale, on a donc une réduction de l'énergie globale consommée, mais par contre, on a, pour la part de l'énergie électrique, on a une augmentation de la part de cette énergie. Et cette augmentation est estimée en moyenne à 35% d'augmentation sur l'horizon 2050. Donc pour répondre à ce besoin et à cette évolution, le rapport qui donne pas mal de bases sur ces projections-là, le rapport fournit un certain nombre de scénarios qui permettent de montrer comment on peut atteindre justement ce besoin en électricité qui est augmenté de 35% à l'horizon 2050. Et donc on a différents scénarios qui sont produits. Du scénario où on a 100% d'énergie renouvelable, donc c'est le scénario tout en haut, le M0, au scénario où on est à l'équilibre entre 50% d'énergie renouvelable et 50% d'énergie nucléaire. Et quel que soit donc le scénario qui est projeté à l'horizon 2050, on voit que l'éolien en mer doit contribuer significativement à cette projection à l'horizon 2050. Et on voit que dans le scénario où on est à 100% d'énergie renouvelable, il est attendu, ou il y aurait besoin de 62 gigawatts d'éolien en mer. Et avec le scénario 50% énergie renouvelable, 50% énergie nucléaire, on aurait besoin donc de 22 gigawatts d'éolien offshore.
Donc, quel que soit le scénario, on est en attente du développement de cette nouvelle filière en mer, sachant qu'aujourd'hui, ou en tout cas voilà, les chiffres actuels montrent qu'on n'a pas encore d'éolien fonctionnel, offshore fonctionnel en France. Donc voilà, le développement est encore à ses débuts. Voilà, ça c'est le contexte global. Pour les parcs aujourd'hui en France, donc on a 7 parcs commerciaux qui ont été attribués en Atlantique, Manche et mer du Nord, qui sont issus des appels d'offres, les 3 premiers appels d'offres entre 2011 et 2019 à peu près. Donc ces 7 parcs, alors là c'est une moyenne, hein, mais on est autour de 500 MW par parc, soit un total de 3,5 gigawatts sur les premiers parcs commerciaux qui ont été attribués. Parallèlement à ça, donc, il y a eu aussi 4 fermes pilotes qui ont été attribuées en Atlantique et en Méditerranée. Donc, c'est des fermes pilotes qui comprennent à peu près 3 éoliennes chacune pour une puissance globale par parc aux alentours de 30 MW. Donc, c'est le cas d'un parc en Bretagne Sud, celui du parc de Groix-Belle-Île, et 3 parcs en Méditerranée, Le Cat, Gruissant et Provence-Grand Large. Sachant que, voilà, on va en parler beaucoup plus sur le parc de Groix-Belle-Île aujourd'hui, puisque c'était un des principaux sites d'études, de cas d'études pour le projet APIL. Mais il y a eu aussi un peu de travaux sur le site de Leucat. Et depuis donc ces premiers appels d'offres attribués, il y a eu une nouvelle série d'appels d'offres qui pour l'instant ne sont pas encore attribués, donc de l'AO4 à l'AO8, avec donc l'AO4 qui était en Normandie pour 1 gigawatt ou 1000 MW d'éolien posé voilà, qui serait déployé. L'AO5 en Bretagne Sud pour le premier parc commercial flottant d'une puissance de 250 MW. Là aussi, c'est en Méditerranée, pareil, sur de l'éolien flottant, donc avec 2 parcs, chacun de 250 MW. L'AO7 Sud-Atlantique pour 500 à 1000 MW. Et le dernier appel qui est issu d'une extension donc de l'appel d'offre 4 en Normandie pour 1500 MW de puissance supplémentaire. Donc avec tous ces développements-là, la recherche collaborative va permettre d'accompagner cette transition énergétique et technologique. Et pour présenter un peu donc, la structuration un peu de la recherche thématique, je vous présente un peu les French Institute of Technology, qui sont un groupe d'instituts français qui ont été lancés par l'État français avec un financement via le programme d'investissement d'avenir. Ces instituts ont été lancés pour accompagner justement les différentes transitions en France, que ce soit la transition énergétique, environnementale, numérique, sociétale des territoires français. Donc parmi ces instituts, on trouve des instituts de transition énergétique, donc labellisés ainsi par l'État, comme par exemple l'IPVF pour le photovoltaïque, ou alors Supergrid pour tout ce qui est par rapport au réseau électrique. Mais France Énergie Marine aussi fait partie donc, de ces instituts de transition énergétique. Et on a aussi une série d'instituts de recherche technologique. Donc tous ces instituts ont été créés et ont le même modèle de fonctionnement, partagent les mêmes fondamentaux en matière de recherche multipartenariale publique-privée pour faire émerger donc, des innovations technologiques souveraines, durables et résilientes. Et donc France Énergie Marine est l'institut pour la recherche dédiée aux énergies marines renouvelables, donc labellisée ainsi par l'État, et les projets de recherche donc, qui sont développés par France Énergie Marine sont des projets de recherche qui sont cofinancés par l'État avec le programme d'investissement d'avenir, mais aussi financés par les membres de France Énergie Marine, sachant qu'il y a 4 collèges différents de membres. On a des collectivités territoriales, le secteur industriel, donc avec les partenaires qui développent les parcs EMR,
les pôles de compétitivité avec le pôle mer Méditerranée et pôle mer Bretagne-Atlantique, et puis les structures académiques et scientifiques avec qui on va développer donc ces projets de recherche. Et donc la base du fonctionnement de ce type d'institut, c'est la recherche collaborative, où on réunit dans le cadre des projets l'ensemble des acteurs autour du développement d'une thématique, donc là en l'occurrence les énergies marines renouvelables. On a, pour cette thématique d'intégration environnementale des EMR, on a aujourd'hui plus de 25 projets de recherche collaboratifs. Là, j'en ai mis juste 4 pour donner des exemples. On travaille sur les effets des émissions, comme les effets du bruit, du champ électromagnétique, des polluants sur l'environnement. Avec donc là l'exemple du projet EcoCap sur l'évaluation du risque chimique lié aux protections cathodiques et peinture anti-corrosion des structures EMR. On peut travailler aussi sur des compartiments spécifiques, l'effet barrière par exemple, sur les oiseaux, l'avifaune, les mammifères marins. Où on va travailler par exemple sur la standardisation d'outils et de méthodes de suivi pour ce compartiment. Tout ce qui est autour de la modification d'habitat et donc tout ce qui est en lien avec la prise en compte de la biocolonisation des structures offshore. Et puis l'approche écosystémique, qui est le cas du projet qui va être présenté aujourd'hui, sur l'approche socio-écosystémique de l'impact de l'éolien, avec donc une vision plus globale, plus holistique du fonctionnement de l'écosystème avec les différentes activités anthropiques. Donc pour cette partie-là, sur le projet APIL, je vais donner donc la main à mon collègue François Leloc de l'UMR Lémar, qui va vous présenter donc le projet APIL et ses objectifs. Bonjour à tous, vous m'entendez bien en haut? Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Lorient pour la restitution finale du projet APIL. Je suis très heureux également de croiser certaines têtes que je n'avais pas vues depuis longtemps, et c'est vrai que les conditions sont un petit peu compliquées en ce moment. Donc l'objectif de cette réunion, c'est vraiment de susciter un dialogue. On va vous présenter une partie de nos résultats. Et l'objectif, c'est vraiment d'interagir avec vous si vous avez des questions, des interrogations par rapport à nos travaux de recherche. Je vais commencer par remercier l'UBS de nous accueillir, et puis également remercier les collègues de l'UBO et de France Énergie Marine d'avoir organisé cette journée. Alors c'est vrai que dans un monde où l'improbable devient réalité, où la complexité se heurte à nos visions qui sont parfois simplistes, modestement, le projet APIL, donc pour approche socio-écosystémique de l'impact des parcs éoliens flottants, a essayé, a tenté, via l'acquisition de données biologiques et humaines, de modéliser le fonctionnement de ces socio-écosystèmes, afin d'essayer de comprendre le fonctionnement et de scénariser des futures évolutions pour essayer de comprendre quelles seraient les tendances d'évolution de ces socio-écosystèmes. Et c'est donc ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est un projet qui est lauréat de l'ANR EMR ITE 2017. Donc, ce projet s'appelle APIL, grâce à Morgane Lejar, que je tiens à remercier ici, qui est à l'initiative du projet et du nom du projet. Donc c'est un projet qui a débuté officiellement en février 2018, qui est piloté par le Lémar à Brest et France Énergie Marine. Le coût du projet total, c'était 2 millions d'euros, un peu plus de 2 millions d'euros, avec un financement que nous avons acquis d'environ 500 000 euros. Alors, l'objectif principal de ce projet, comme je vous l'ai dit, c'était de comprendre les réponses des socio-écosystèmes côtiers soumis à l'implantation de fermes éoliennes flottantes afin d'anticiper des changements d'état et de proposer des scénarios de prise de décision visant à limiter les impacts de ces implantations. Le point vraiment fort du projet, en tout cas pour la partie recherche, c'était le développement d'une approche qui associait à la fois les sciences de la nature et les sciences humaines. C'est-à-dire que pour un projet de recherche, classiquement, on n'avait pas en tout cas l'habitude de travailler avec d'autres disciplines que les nôtres, et de plus en plus, c'est ce qu'on fait. Et ce projet APIL, donc, qui a commencé en 2018,
une de ses grandes forces, c'est justement, et c'est ce qui va vous être présenté aujourd'hui, c'est d'associer différentes disciplines qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, et ceci dans le but de comprendre en fait le fonctionnement de l'écosystème. Alors on avait deux sites d'études, le site de Groix-Belle-Île, qui est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, et puis le site de Leucate en Méditerranée, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Alors le partenariat est très important également dans ce projet. On a beaucoup de partenaires, 9 équipes de recherche. Donc à l'Université de Bretagne occidentale, on avait 3 laboratoires, hein, le LETG, le LEMAR et Amur. On avait également l'Université Littoral Côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer, Sorbonne Université à Banyuls, l'Université de Caen en Normandie, l'Université de Bordeaux et le CHOM et Ifremer. On avait également plusieurs partenaires industriels, EOLFI, RTE bien sûr, EDF Renouvelable, Engie, et je pense que j'en ai pas oublié. Et on avait également plusieurs bureaux d'études, Ciné P2A, et on avait bien sûr le comité des pêches, le comité régional des pêches et le comité 56 qui ont également participé activement au projet, bien sûr coordonné, le tout étant coordonné par France Énergie Marine. Donc au total, sur ces 4 ans de projet, nous étions 56 permanents à travailler. On a eu une doctorante qui nous présentera ses travaux tout à l'heure, et on a également pu avoir 3 post-doctorants qui sont venus soutenir ces travaux de recherche. Et donc j'insiste vraiment sur le fait que ce projet, sa grosse particularité, c'est vraiment une approche pluridisciplinaire. Alors juste pour vous présenter rapidement l'architecture du projet, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'était évidemment d'acquérir de la donnée sur le terrain, et c'est le lot 1 que vous voyez ici en bleu. Cette donnée était à la fois biologique, écologique, mais également de la donnée de sciences humaines, en allant interviewer les acteurs sur le terrain. On avait un lot 3 ici en jaune qui était un lot extrêmement important, c'était le lot de modélisation. On a pu faire de la modélisation écologique, mais également de la modélisation économique et de la modélisation géographique. Et puis finalement, l'objectif ultime, et c'est ce qui vous sera présenté à la fin de la journée, c'est le développement, les premières bases en tout cas, d'un développement d'une approche socio-écosystémique, donc qui allie en fait les aspects biologiques et les aspects sciences humaines et sociales. Donc parmi les objectifs spécifiques sur lesquels je voulais insister un petit peu aujourd'hui, eh bien, le projet APIL a permis la production d'une analyse juridique de l'évaluation environnementale, et ces travaux vous seront présentés par Nicolas Boilet tout à l'heure. On a également caractérisé les communautés biologiques dans le parc et autour du futur parc éolien flottant, et ces travaux vous seront présentés par Jacques Graal de l'Université de Bretagne occidentale. On a également travaillé sur la caractérisation et la spatialisation des activités humaines. Donc ces travaux vous seront présentés par Ingrid Peusiat et Cyril Tissot tout à l'heure. On a également évidemment travaillé sur l'analyse des perceptions et des représentations des acteurs, afin notamment d'élaborer des indicateurs d'acceptabilité sociale. Donc là, ça sera également présenté par Ingrid et Roda. Et puis, évidemment, nous avons produit un ensemble d'indicateurs. Alors, certains seront développés aujourd'hui, mais pas tous. Des indicateurs de modèles écologiques et de modèles anthropiques, notamment en économie. Et ça vous sera présenté par Pascal Lefloc. Et puis, finalement, en termes de modélisation, nous avons développé des approches scénarisées et prospectives qui ont permis de simuler l'évolution des interactions entre les infrastructures des parcs éoliens flottants et les écosystèmes marins et les activités anthropiques. Ça vous sera en partie présenté par Cyril Tissot et Marie Lemarchand. Et finalement, nous avons abouti à l'intégration des modèles et des scénarios pour la mise en place d'un modèle socio-écosystémique, qui vous sera présenté par Roda Fofac. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas monopoliser plus la parole, et puis je vais laisser la parole à l'intervenant suivant. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais présenter l'aspect juridique de ce travail de recherche. C'est le lot 4.1 de ce projet. Alors la question qui s'est posée était de savoir
de quoi il retournait en matière d'évaluation environnementale des projets éoliens en mer flottants. Et il faut tout de suite dire qu'il n'y a pas vraiment de différence majeure entre les parcs éoliens posés et les parcs éoliens flottants. Il y a comme source juridique des éléments un peu variés, puisqu'il est question à la fois de droit de l'environnement, de droit de l'énergie et de droit de la mer et du littoral, sachant que le droit de la mer et du littoral, c'est avant tout du droit de l'environnement. Et tout ça est disséminé dans une dizaine de codes. Alors, l'évaluation environnementale, c'est, comme l'explique le droit de l'Union européenne, un processus. C'est-à-dire qu'on pense tout de suite, c'est l'étude d'impact, certes, c'est l'étude d'impact, mais en réalité, c'est l'étude d'impact qui est prise dans un processus. Et en droit de l'environnement, ça correspond à des procédures assez strictes et des procédures qui peuvent être contestées à l'occasion des autorisations administratives. Une fois que, pour être clair, pour mettre en place un parc éolien en mer, qu'il soit flottant ou non, il faut des autorisations administratives. Et aujourd'hui, parmi celles-ci, la plus importante, c'est l'autorisation environnementale. Et à l'occasion de la délivrance de cette autorisation environnementale, il peut y avoir des contestations. Et c'est lors de ces contestations que l'étude d'impact peut être justement contestée. Alors, il y a c'est plus compliqué que ça, mais il y a principalement deux catégories d'évaluation environnementale, celle des projets et celle des plans et programmes. Et puis, avec la question de l'évaluation environnementale, il y a une autre question, ce sont celles des procédures d'information et de participation. Notamment, on va le voir dans un instant, le débat public. Et donc, il y a une question croisée du fait que l'évaluation environnementale, c'est à la fois les projets et à la fois les plans et programmes. Et pour le dire tout de suite et pour résumer la situation française, c'est qu'en gros, il n'y a pas d'évaluation environnementale de la planification. C'est-à-dire, en amont, il n'y a pas de planification environnementale. Et c'est ça peut-être la plus grosse difficulté. En revanche, bien sûr, les projets sont soumis à évaluation environnementale. Mais la plus grosse difficulté vient du fait qu'il n'y a pas eu d'évaluation environnementale d'une grande planification de l'éolien en mer. Alors, les travaux réalisés, c'est d'abord deux rapport d'étudiants lors de stages de 6 mois. Le premier était mené par Robin Clerc. Il s'agissait de réaliser un guide de l'évaluation environnementale des projets éoliens flottants. Alors, il a tenté de montrer la spécificité du flottant, mais c'était pas non plus, c'était pas, disons, flagrant. En revanche, ce qui était intéressant, c'est qu'il a fait son rapport après que la législation a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué en 2016. Il y a eu beaucoup de changements et donc là, c'était intéressant de cerner cette question. L'autre rapport, c'est Nicolas Firelec, qui est étudiant de Master Dam à Brest, qui était, et qui aujourd'hui travaille au CEREMA. Et donc, il s'est posé cette même question de l'évaluation environnementale, mais justement à propos de la planification, donc en amont. Et puis moi-même, j'ai encadré ces deux étudiants et je suis allé participer à un congrès aux États-Unis sur les énergies renouvelables pour présenter la situation française en ce qui concerne l'énergie éolienne en mer. Et ça a donné lieu à une publication. Alors ça, c'est simplement un exemple pour montrer le travail de Robin. Il a essayé de réfléchir pour voir ce qu'était, pour replacer strictement la procédure d'évaluation environnementale, mais de se poser la question aussi ce qui peut s'apparenter en gros, ce qui peut s'apparenter à l'évaluation environnementale en amont, après, etc. Bon, c'est simplement à titre illustratif pour montrer ce qu'il a fait que je présente ça. Et idem, à titre illustratif, le travail de Nicolas Firelec. Mais j'aime bien cet exemple parce que
c'est la question des macrozones. Et je crois que la question des macrozones est un petit peu au centre de cette affaire de planification et d'absence d'évaluation environnementale. Et ce petit passage de son rapport montre que le concept de macrozone a été utilisé pour ce qu'on appelle l'appel d'offres. En fait, ça sera un dialogue concurrentiel pour l'appel d'offres en Normandie. Et on voit que c'est une très grande macrozone qui a été proposée là, alors que pour Sud-Bretagne, c'est une toute petite macrozone. Et donc, avec ce concept, on peut quand même se demander ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que signifie en fait macrozone? Bon, pour l'instant, pas grand-chose en réalité. Alors ça, c'était une tentative de présenter les choses en 2019. On l'avait présenté lors d'une réunion à Peel. Et c'est pour essayer de retrouver le processus. Alors, tout commence avec à gauche la PPE. La PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est là où le gouvernement dit il faut tant d'éoliens en mer. Alors la nouveauté, c'est que maintenant, le gouvernement explique les objectifs en matière de production d'éolien en mer, mais en le spatialisant. Par exemple, en disant ça sera au Sud-Bretagne, par exemple. Une fois qu'on a cette PPE, et la grande nouveauté, c'est que le débat public, qui est une procédure qui permet la participation du public, le débat public a été replacé avant la procédure de mise en concurrence. Alors qu'avant 2018, ce débat public se situait après, ce qui était une aberration. Et donc, la question du zonage est vue lors du débat public avant la procédure de mise en concurrence. Ensuite, il y a la procédure de mise en concurrence, on choisit un lauréat. Le lauréat demande ses autorisations administratives, et c'est là, dans l'ellipse grise, qu'apparaît l'évaluation environnementale du projet. Donc c'est à ce moment-là qu'on va parler d'évaluation environnementale. Alors la nouveauté déjà perceptible en 2019, c'est qu'en 2019, on a le résultat des documents stratégiques de façade, que dans ces documents stratégiques de façade, il y a des cartes de vocation, et dans les cartes de vocation, on a des zones qui sont priorisées pour l'éolien en mer. Et c'est à partir de ces zones que l'État dit, voilà une macrozone. C'est à partir des cartes de vocation qu'il détaille, qu'il crée la macrozone et qu'il la propose au débat public. Alors là, où est-ce qu'on pouvait à ce moment-là trouver de l'évaluation environnementale? La PPE, c'est un document qui est soumis à évaluation environnementale des plans et programmes. Le DSF, c'est un document qui est soumis à évaluation environnementale des plans et programmes. Mais lors du débat public, il n'y a pas. On ne fait pas d'évaluation environnementale au moment du débat public. Et vous l'avez remarqué tout à l'heure sur les slides de Georges, c'était les débats publics. Maintenant, c'est 6, 7, 8. C'est un peu beaucoup quand même, c'est tout découpé. Et c'est bon, on voit bien que ça reste encore très ponctuel. Voilà, il n'y a pas là, on se demande où est la vision d'ensemble. Alors pour terminer, presque pour terminer, l'évolution en fait entre ce qu'on pouvait étudier en 2009 et comment ça se passe aujourd'hui. En 2009, on partait de la PPE, un peu vague, qui disait qu'il faut 6000 MW d'éolien en mer. Puis l'État demandait au préfet de région une planification sectorielle, c'est-à-dire que et ensuite l'administration appelait ça des exercices de planification éolien. C'est-à-dire que les préfets de région, en lien avec les DIRM, devaient faire remonter des zones au ministère. Et puis ensuite, lors notamment du premier appel d'offres, les zones ont été déterminées par le ministère. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est toujours le ministre qui a la possibilité de fixer la zone. Alors ce qui a changé, la PPE, on l'a toujours, elle est plus précise. Mais en plus, on a le document stratégique de façade, c'est pour ça que je les ai mis côte-côte. Et ces objectifs nourrissent le débat public. Et avec cette idée de macro-zone. Et puis ensuite, on arrive toujours à la mise en concurrence. Alors, moi, ce qui me chiffonne finalement, alors le débat public, c'est une grande avancée, c'est certain. Mais ce qui me tracasse, c'est que finalement, ce qu'on pouvait appeler planification sectorielle, ça a disparu.
C'est-à-dire que, en quelque sorte, la planification, elle se passe pendant le débat public. Bon, le débat public il est relativement court, hein. Et on l'a vu tout à l'heure avec les autres slides, les autres diapositives, c'est très ponctuel. C'est très ponctuel. Et de ce fait, je ne pense pas que le système est vraiment progressé. Ce qui a progressé, c'est que lors du débat public maintenant, il y a beaucoup plus d'informations qui sont données au débat de tout type. Et là, ça a progressé. Alors ça, c'est la dernière diapositive qui redit à peu près ce que je viens de dire à l'instant. Est-ce que l'éolien flottant a modifié un peu les choses? Sur le plan législatif et réglementaire, non, pas réellement. En revanche, du fait que ce sont des parcs qui sont plus éloignés, sur des zones qui sont plus vastes, bien, on se retrouve en ZEE, et ça posait d'autres questions de planification. Et c'est peut-être pour ça que, justement, pour la Méditerranée, il a été question de macrozones. Alors, juste un petit mot sur ces macrozones. Le document stratégique de façade de Méditerranée était spécifique en cela que le ministère a demandé, pendant la confection du document, de déterminer les macrozones, les quatre macrozones. Alors que pour les autres DSF, ça n'a pas été le cas. Donc on a quand même là, peut-être, du fait qu'on allait mettre du flottant en Méditerranée, il y a peut-être quand même un effet, besoin de flottant, donc besoin de macrozones. C'est peut-être ce qui ressort de l'expérience méditerranéenne. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le débat public a été mené, le EOS, en Méditerranée, il a été mené sur les 4 macrozones en même temps. Et là, justement, ça ressemble peut-être un petit peu plus à de la planification sectorielle, du fait que c'est sur un plus grand espace. Et bon, je crois que je vais en rester là. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Charlotte Lenné. Il y a eu un petit changement sur le programme. Et je viens ici vous parler des éoliennes flottantes, du projet d'éoliennes flottantes de Groix-Belle-Île. Donc, on va d'abord parler un petit peu, on va remettre un peu de contexte. La zone de Groix-Belle-Île, elle a été, on va dire, reconnue officiellement lors de la CRML, la conférence régionale mer et littoral de 2014, où en fait, j'ai du mal à voir les slides, moi. Ah oui, pardon, c'est mieux. Où en fait, après, donc, cette zone avait déjà fait l'objet de beaucoup de recherches et il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient dessus, mais elle a été reconnue et retenue par la région Bretagne et proposée à l'État français pour pouvoir réaliser un appel à projet. Cet appel à projet a été lancé par l'État en 2016. Il s'appelait EolFlow. Et donc, il avait pour objectif le développement de 4 fermes pilotes flottantes en France sur la façade méditerranéenne, avec 3 projets, et 1 sur la façade atlantique en Bretagne, le projet de GBI. C'est Eolfi qui, du coup, a été lauréat de ce projet en Bretagne. Voilà. Le consortium qui porte ce projet est composé d'Eolfi, donc membre de Shell, le CGN Europe Énergie et Banque des Territoires. À eux 3, ils forment du coup le consortium qui porte le projet Ferme éolienne flottante de Groix-Belle-Île. Et au niveau des partenaires industriels, donc on travaille avec Vestas pour la turbine. Et originellement, on travaillait au niveau du flotteur avec Naval Energy, mais on a dû changer de flottoriste et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et évidemment, sur ce projet, on travaille en partenariat avec RTE pour la partie raccordement. Le site de Groix-Belle-Île donc se situe entre Groix et Belle-Île, à 14 km de Groix, 19 de Belle-Île, 24 de Lorient à peu près, et idem de Quiberon. Il est composé de 3 éoliennes de 9,5 MW chacune, ce qui fait un total de 28,5. Et ces 3 éoliennes seront en exploitation pendant 20 ans.
ce qui correspond à peu près à une consommation d'environ 20 000 foyers. La zone d'implantation en elle-même fait 14,3 km². Et une autre information que vous pouvez voir aussi sur cette slide, c'est le trait jaune qui du coup correspond au raccordement qui fait à peu près 30 km². Au niveau des autres informations que je peux vous donner qui peuvent être intéressantes, donc la distance interéolienne, elle est de environ 1,5 km du fait des raccordements, mais on verra ça après, des systèmes d'ancrage. On est sur une zone de fond sableux, ce sont des sables fins à moyens et des vases silteuses d'une épaisseur comprise entre 7 et 17 mètres. Et au niveau des profondeurs d'eau, on est entre 56 et 61 mètres d'eau. Au niveau des conditions, plutôt on va dire vent-houle, donc on a un vent qui est supérieur à 8 mètres secondes, une houle maximum de 19 mètres, un marnage de 5 à 6 mètres et des courants inférieurs à 0,4 mètres. À 0,4 nœuds, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, notre partenaire officiel pour le flotteur était Naval Energy. Or, on a appris en début février 2021 que Naval Group avait décidé de vendre ses actifs et du coup d'arrêter son soutien à l'activité d'éolien flottant. Ce qui a eu pour conséquence, pour nous, de rechercher une nouvelle solution technique adaptée au projet et en particulier aux infrastructures bretonnes. Et sur ce point-là, on est très content et très positif parce qu'on a réussi à trouver une solution qui permet à la fois d'être conforme aux autorisations, c'est-à-dire qu'on a trouvé un flotteuriste qui propose un flotteur béton, qui permet d'éviter les modifications de l'autorisation environnementale, et en même temps qui permettra de favoriser le développement et la construction un maximum sur le port de Brest. Donc voilà, par contre je ne peux pas vous donner encore son nom, mais voilà, on a ce nouveau choix a impliqué a eu d'autres répercussions, à savoir qu'on a dû reprendre tout le travail d'ingénierie pour l'optimisation du couplage turbine-flotteur, qui est forcément quelque chose qui est un point déterminant dans ce projet. Ça a impliqué des décalages de campagne pré-construction. Et tout ça a donc décalé le planning. Globalement, les campagnes environnementales, c'est-à-dire tout ce qui est l'état de référence pré-construction et les études techniques, géotechniques, UXO, etc., seront lancées entre 2023 et 2024, et une construction qui devrait débuter entre 2024 et 2025. Donc ça, c'était pour le flotteur. Au niveau de la turbine, donc, comme je vous disais, on travaille avec Vestas, donc sur la V174, 9,5 MW, un diamètre de rotor de 174 mètres, d'où son nom, et une hauteur maximum de 196 mètres bout de pale. Au niveau des ancrages, du coup sur ce projet, on aura 3 ancrages par éolienne en direction de l'ouest et 2 ancrages à l'est. Ce sont des ancrages de type caténaire, donc constitués de chaînes en acier que vous avez sur la petite photo juste en dessous et d'encre à enfouissement. Leur rayon d'ancrage est de 900 mètres environ, ce qui explique l'espacement entre les éoliennes, entre les flotteurs. Et les ancres d'enfouissement vont être enfouies, du coup, entre 8 et 12 mètres de profondeur. Voilà, bon, après, c'est des informations très techniques. Donc, au niveau du raccordement, donc cette partie-là est sous maîtrise d'ouvrage de RTE. La liaison sous-marine qui est donc en mer fait 28 km et la partie terrestre dont vous avez un petit détail sur la petite partie IGN en dessous fait 5 km. L'atterrage va se situer sur la plage de Kérilio, un petit peu plus haut que la plage, au niveau de la zone anthropisée là, que vous avez sur la photo en haut à droite, en haut à droite. Ensuite, le raccordement se fera au poste de Kerélégant, sur la commune de Plouarnel, un petit peu plus loin, donc 5 km plus loin. Ce qui est intéressant de savoir aussi sur cette partie-là, c'est que l'ensemble du tracé, on évite toutes les zones naturelles, on ne passe que par des zones anthropisées ou sous voirie, ce qui veut dire que du coup, il y a vraiment zéro impact à ce niveau-là. Et voilà, je vous remercie beaucoup. C'était cool.